Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo avec. En ce moment, vous savez, il y a les nouvelles. Je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Nouvelles Têtes, nouvelles dispositions, nouveaux invités, nouvel appartement, nouvelle régularité, nouvelles têtes. Bonjour, je suis avec Célor. Bonjour à tous, bonsoir. Célor, tu es déjà venu dans l'émission, tu es comédien, oui. Tu es metteur en scène, oui. Tu es beau. J'ai pris du poids. Ouais, t'as pris du poids, mais non, on peut se le dire en honnêteté, tu vois. Mais mais voilà. Je suis aussi avec Maël Colouette. Salut Maël. Salut. Salut Maël. Tu es aussi comédien. Exactement. Tu es metteur en scène. Je suis metteur en scène. Tu es auteur. Je suis auteur. Tu es grand. Je suis grand. Pas si beau que ça. Ça, ouais, c'est le point faible. Ça, c'est le point faible. Vous faites tous les deux partie du collectif Tachycardie, un super collectif, et je dis pas ça parce que je suis dedans. Et la nouveauté de cette émission, de cette deuxième saison, c'est que maintenant je ne suis plus tout seul à présenter, puisque j'ai été rejoint par un petit luron que vous avez déjà entendu 2 fois dans l'émission, donc vous êtes déjà un peu habitué à lui. C'est Mathis. Salut Mathis, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça fait très plaisir d'être ici. Salut Mathis. Donc, ouais. Mathis, on ne le présente plus. C'est toi qui as battu le dragon de Nantes. Demandez où est-ce que ça allait tomber. Ça aura un dragon blanc aux yeux bleus, au moins un truc comme ça, tu vois. Un truc un peu stylé, quoi. Dragon du Nether, Minecraft, des refs, un truc. Ça sera le dragon, c'est un bateau. C'est toi le dragon en bois là qui a bouffé, qui est dégueulasse. Ouais, l'impro est forte ce soir. Alors, à la base, je vous avais invité pour faire la promo d'un spectacle qui se jouait le mois dernier, donc la méthode. Mais bon, il y a eu tout le monde a eu le Covid en janvier. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a eu le Covid, surtout toi, c'est Laure. Donc au moment où on a dû enregistrer. Ouais. Tu n'étais pas disponible à cause du fait que tu étais en train de crever directement la gueule ouverte dans sur mon lit, effectivement. Ouais, dans ton lit. Et donc du coup, après moi j'ai eu le Covid aussi. Oui, c'est vrai que t'as eu le Covid. Et d'ailleurs, c'est très sûrement moi qui lui ai filé ça. La passe décisive du metteur en scène, du comédien. Ouais, on donne. Ça fait beaucoup pour éviter un podcast quand même. Voilà, ça, ouais. Et des dates. On n'a pas réussi là. Bah t'as quand même essayé d'avoir un rhume ce matin pour pas venir et annuler. Ouais, j'ai essayé d'avoir un rhume carabiné, mais non. Le podcast se fait. Et donc du coup, on va faire une émission un peu bilan de ce mois de méthode qu'on a joué au Crapaud Roi, donc à 19h. Vous étiez peut-être là, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu, et c'est probable, puisque du coup, c'est qui est venu. T'as la liste des gens, c'est ta famille, mec. La liste, elle est courte, quoi. Mais on va y revenir un peu après. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets que vous avez en ce moment ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de nous parler ? C'est Laure, par exemple. Moi, en ce moment, là, au niveau du théâtre, j'attends beaucoup de réponses, n'est-ce pas ? On a envoyé beaucoup de mails, beaucoup de trucs, des pièces qui sont censées se jouer, tout ça, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu la couleur. Et à côté de ça, je pars demain pour faire une petite résidence musicale de 1 semaine pour faire un petit EP, comme on avait pu faire avec Paul et Étienne en juin, je crois. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire, tu fais partie du collectif Tachycardie, mais tu fais aussi partie du label avec des glaçons. On a payé, c'est le label. D'ailleurs, si vous voulez venir, on a le droit d'embaucher 100 artistes. Ok, très bien. Avec des glaçons qui est avec qui, enfin, c'est le groupe. Qui est le groupe de Étienne, Paul et Wham. Et donc là, on a changé parce que Paul est au Mexique, donc on a invité Lohan avec nous pour passer la semaine. Puis dans l'idée, on va faire un petit EP comme on avait fait, Auvergne, toujours disponible sur Spotify. Avec le son béni dedans. Ah, n'écoutez pas ce son. Enfin, en tout cas, la première phrase, ne l'écoutez pas, je vais la changer. Voilà. La première phrase de ton couplet ? La première phrase de mon couplet, quand effectivement. Tu dis que t'as la peau allez, ça va vous, top.
Ne rentrons pas dans ce truc. C'est un faux débat. Donc voilà, donc t'attends des réponses pour des projets. Ouais, à côté, il y a des petites créations qui sont en train de se faire par-ci par-là, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je n'ai pas envie que ça porte l'œil. Parce qu'en général, plus on parle des choses, moins elles se font. Ouais, carrément. Donc, Après, tu joues dans une pièce qui est déjà bien lancée. c'est-à-dire Bah, arrête de mourir. Ah oui, arrête de mourir, ouais, mais c'est pareil, ça fait partie des trucs où on attend des réponses. Normalement, on est censé jouer dans un festival pendant 3 jours. Après, on verra ce qui se passe. On est censé avoir des dates en Normandie encore en avril. Pareil, au Crapaud Roi, on devrait en avoir. Mais voilà, pour l'instant, vu qu'on n'a pas de réponse vraiment affirmative, on nous a dit Autant, oui, ouais. mais pas de manière serrage de main. En tout cas, le spectacle est créé. Le spectacle est créé, la capta est envoyée. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai la pire coupe de France sur cette captation. Donc à tous ceux qui la voient, donc les programmateurs, je suis désolé. C'est ce que vous voyez pendant 1 heure. Toi, Maël, des projets dont t'as envie de parler ou Bah ouais, donc moi je suis en train de reprendre mon projet Dans la roue de Lucien Baron, qui est la pièce que j'avais présentée, qu'on avait présentée en fin de 3e année à l'école du théâtre populaire nantais, et donc là je fais tout un travail de réécriture. On a 2 semaines de résidence aux Fabriques en début avril, et ensuite on a déjà des dates au théâtre du Crapaud Roi pour l'année prochaine, donc ça c'est super cool. Et donc là je suis dans le travail de réécriture qui est assez qui est intéressant, pas mal en ce moment. Voilà, et puis je pense que d'ici 1 mois j'ai une échéance parce qu'il va falloir que je présente un texte fini à l'équipe et qu'on puisse ensuite l'apprendre pour la résidence. Et après je pense que je chercherai, j'aimerais bien monter aussi un autre projet, mais pour l'instant il y a rien de précis. J'ai des idées mais je sais pas trop. L'écriture j'aime beaucoup, mais en même temps c'est fatigant et peut-être que j'aurais pas envie d'écrire à la fin quand je serai. qu'est-ce qu'il y a de difficile dans le travail d'écriture pour toi? Bah en fait ça serait déjà intéressant pour moi de monter un projet que j'ai pas écrit, genre par exemple mettre en scène. J'aimerais bien mettre en scène vraiment quelque chose que j'ai pas écrit, parce que là du coup quand t'as la casquette, en plus comme je joue dans la pièce, c'est encore autre chose, mais même si t'écris et que tu mets en scène et que tu joues pas dedans, t'as quand même toujours ce truc de l'écriture qui te prend beaucoup de place, c'est beaucoup de doutes, etc. Mais en même temps en fait spontanément je pense à des projets, je pense à des écritures, en fait j'arrive même, je me rappelle quand j'avais commencé le théâtre en amateur, genre la première année, on devait monter une pièce en fin d'année, je me disais on va l'écrire, ça me semblait normal, tu vois. En mode quand je pense à un projet, je pense tout le temps à une écriture, mais peut-être que je lis pas assez aussi. Mais voilà. Ouais, peut-être c'est difficile de faire la part des choses quand t'es auteur et metteur en scène. Est-ce que c'est la mise en scène qui est pas bien, est-ce que c'est le jeu qui doit être revu, ou est-ce que c'est l'écriture qui pêche? Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, du coup, c'est intéressant d'avoir l'expérience de vraiment juste mettre en scène un texte qui n'est pas de toi, et comme ça, le texte, tu l'adores, et comme ça, tu remets pas en question le texte et l'auteur. Donc ça, j'aimerais bien faire cette expérience-là, mais je pense que de toute façon, par la suite, j'écrirai d'autres projets, parce que j'aime bien faire ça. Peut-être un projet sur le foot, qui sait. Ouais. Qui sait. C'est vrai que vous aimez le foot tous les deux. Oui, c'est vrai. Je sais pas quoi répondre à cette question. Ouais. Allez, écrivez une pièce tout de suite. Même taper dans le ballon, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. Vous faites des fives par exemple? Non, pas encore. On va en les faire petits dans papiers, pas longtemps. Là. C'est dans les petits papiers. La Covid, et puis on jouait tous les week-ends, donc compliqué, quoi. Moi, je me rappelle sur la résidence de la méthode, tous les moments où vous commenciez à parler de foot et où j'étais là, ouais, Ronaldo ou quoi? Après, on a essayé d'être concis quand même, parce qu'on savait que c'était pas dedans, donc on allait vite aux informations, mais... Après, quand vous parlez de rap, c'est la même pour moi. Regarde, effectivement. j'écoute, je prends note, mais je ne parle pas. Toi, Mathis, le foot, Yes. oui, yes, ouais, Des buts et des corners, Ouais. je dirais. Des passes avec un ballon. hors jeu. Quand il y a hors Hors-jeu, jeu, par exemple, tu sais possiblement. à quoi ça correspond quand il y a hors jeu ou pas? Oui. Ok. Moi, j'ai mis du temps à savoir déjà. Et un hors-jeu passif, par exemple, tu sais ce que c'est? Ok, non. C'est bon? Non, mais j'ai toujours été entouré de footeux, donc je vois à peu près ce que c'est le foot. Ouais. C'est des mecs qui gagnent des millions pour taper dans un ballon, quoi. Allez. Alors, elle va où la société quand même, après les médecins et tout? J'entendrai pas dans ce débat maintenant. Mais sinon, est-ce qu'on peut revenir aux questions sur Maël? J'avais une petite question Vas-y. par rapport à ce qu'il disait. Est-ce que tu te verrais écrire un projet que quelqu'un d'autre mettrait en scène? Non, je pense pas. Enfin, quoique, ça dépendrait en fait. Si je joue dedans, peut-être que je pourrais à ce moment-là donner la mise en scène. Mais c'est compliqué quand t'écris de vraiment la déléguer
Bah, tu vois, dans Lucien, la pièce que j'écris et dont je joue dedans, je fais aussi la mise en scène, mais c'est Sailor qui m'aide, qui est vraiment un regard extérieur. Mhm. Et je pense que là, dans la nouvelle version, en tout cas, les idées de mise en scène de Sailor sont hyper la bienvenue. Mais c'est sûr que quand j'écris, je pense à Ouais. sur le plateau à quoi ça va correspondre. Ouais. Et donc c'est compliqué en tout cas d'écrire sans avoir d'idée de mise en scène. Après tu vois, comme là j'ai vraiment écrit une seule pièce tout seul parce que la méthode on l'a coécrit et c'est assez différent. Donc voilà, c'est juste l'expérience d'une pièce. Donc après ça se trouve que peut-être que c'est possible plus tard, mais comme ça je pense pas. Ok. Bah, puis après, là, quand même, pour Lucien, c'était vraiment très clair. Je trouve que tu avais des idées qui étaient très précises Bah, déjà de base. Peut-être qu'un jour, Mhm. tu écriras un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus, plus dialogue, plus, enfin, moins ancré dans Ouais. l'espace. Ouais, Et c'est là, vrai. peut-être, t'auras besoin d'un scénographe ou même Ou peut-être d'un metteur en scène qui avant peut ça, aider une ta patte, rencontre avec un binôme, quelqu'un dont t'aimes bien le travail et pour qui t'aurais envie d'écrire du coup. Voilà, ouais, par exemple, je pense que Ouais, ça peut ouais, se faire. il y a des configurations, ça doit être possible, mais je pense quand même que c'est difficile Ouais. de faire de l'écriture sans du tout sans penser à la mise en scène. Ah bah, tu donnes Parce ton que- bébé ouais. en plus. Ouais, en plus il y a ce côté-là. Mais en plus quand t'écris, genre pour le théâtre, moi je sais qu'au début, genre quand les premières versions que j'avais écrites, on me disait en fait c'est cool, mais je vois pas ça sur le plateau. Ça ressemble plus à un truc plus roman, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vrai que maintenant quand j'écris, je fais attention d'essayer de me projeter sur comment ça peut donner quoi. Ok, ouais. Et donc t'es un peu obligé quand t'écris du théâtre de penser plateau parce que c'est vraiment et de penser aux comédiens. Donc voilà. Ok. On va revenir sur la méthode du coup qu'on a joué ce mois-ci, donc les vendredis et samedis en janvier pendant une période compliquée pour la culture. Il y avait un dimanche aussi. Je trouve ça triste que tu l'aies oublié. Ouais, c'est vrai. Pardon à tous les dimanches. Est-ce que la situation en ce moment de la culture et du coup le fait qu'on ait pu jouer quand même devant des salles au maximum remplies à 15 spectateurs, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de la culture ou est-ce que vous vous dites que c'est passager? On peut peut-être juste leur présenter vite Ah oui, fait c'est le vrai, on projet peut pour parler de les la gens méthode d'abord. Oui, ouais, vaut mieux. qui connaissent pas. Genre, donc, du coup, la méthode, c'est un spectacle qu'on a écrit avec Antonin et dont on jouait tous les deux dedans et qui raconte en fait c'est l'histoire c'est une conférence de développement personnel parodique où le présentateur de la conférence en fait a une méthode qui consiste à rater sa vie. Et donc c'est ça le pitch. Et donc on avait demandé à Sailor de nous aider pendant nos semaines de résidence parce qu'on était tous les deux avec Antonin et qu'on avait besoin d'un regard extérieur. Donc voilà, je trouve ça cool de dire un petit peu le contexte. Ouais, c'est pour ça qu'on est tous les trois réunis finalement. C'est autour de au cette final pièce, quelque part. Et Mathis qui était pas là, mais Mais qui était là dans dans nos cœurs nos en fait cœurs. quelque part. ouais. Merci. Moi j'ai vu la V1 au TPN et j'étais déjà fan. C'est vrai que t'as pas vu la V2, mais t'aurais Non. vu, je pense. Parce J'aurais que dû le dire, c'est beaucoup mieux. Parce Non. que c'est, ouais, en fait. Non, mais c'est vrai que il y a eu ce truc-là de V1 et de V2 où en fait on a réécrit une bonne partie du spectacle justement en prévision de ce mois de janvier où on a joué et donc du coup il y a pas mal de gens qui sont pas revenus voir la suite, enfin pas la suite mais la nouvelle version et qui du coup ne savent pas que maintenant je me fous à poil sur scène par exemple. Surprise pour eux. Ouais, du coup, je reviens sur ma question. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de la culture ou vous pensez que c'est juste en ce moment et que ça... Bah, je C'est pense un- que oui, forcément. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler que pour moi. Forcément, oui, ça inquiète. Après, j'ai pas encore le. Enfin, ça fait pas non plus assez de temps que je suis dedans. Je réalise pas encore à quel point c'est vraiment hard pour nous. C'est-à-dire que bon, nous, on est une sortie on est une compagnie qui est émergente. On fait des salles à 10-15 personnes. Pour moi, j'étais en mode bon, ok, c'est chiant, mais bon, ça va. Et après, en fait, je pense que ça dépend aussi au niveau de ta motivation et tout. Moi, ce que je sais, c'est que déjà, oui, je pense que ça va être passager. Les gens vont de petit à petit, je pense, reprendre les habitudes de sortir. Parce que c'est ça, en gros, c'est que les habitudes ont changé et qui ont fait que maintenant, tu ne réserves plus. Et à 20h le soir, quand il fait froid et que tu termines ta journée à 18h, vu que tu n'as pas réservé, tu ne sors pas. Et c'est assez logique, finalement. Mais après, tant qu'on a encore les envies, les idées, et puis, je sais pas, ce truc où on s'arrêtera pas, je pense que forcément, ça va revenir. Ouais. Je pense. Ouais. Bah ouais, j'espère. Oui, après, voilà, Non, mais on après, peut je pense difficilement. Je pense quand même que pour le coup le théâtre c'est un truc un peu genre qui a toujours existé Ouais, c'est ça et aussi. Ouais. qui
après, c'est vrai que bon, la culture, enfin, c'est quand même difficile comme passage. Tu vois, quand tu joues dans des salles, on a eu deux soirs, on a joué devant 6 personnes. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis, à un moment donné, c'est compliqué de trouver les ressorts 5 minutes avant de jouer, là, quand tu sais que t'as 6 personnes et que le soir où c'était la famille d'Anto, il y a un côté un petit peu où on va jouer devant les parents. Voilà, Côté kermesse, faut le dire. Non mais voilà, faut le dire, faut le dire, le K-word. Et du coup, ouais, c'est pas évident. Mais, bon, après, voilà, de toute façon, on sait pas, hein, faut continuer. De toute façon, c'est comme ça. Enfin, on peut pas. Mais il faut aussi bien sûr prendre en compte que c'est votre première pièce professionnelle en dehors du DPN. TPN, ouais, il y a le aussi- théâtre il y a populaire aussi nantais. ça. Après, Est-ce que vous pensez que sans la configuration actuelle, il y aurait eu vraiment beaucoup plus de spectateurs? Ouais, bien sûr, c'est sûr. En fait, le truc, c'est que c'est pas que TPN, tu vois. Genre, je pense au Théâtre Sans Nom, qui jouait le prénom, donc qui est quand même une pièce absolument énorme, qui est un gros truc. Il y a 700 places. J'ai offert ça pour mes parents à Noël. Ils C'est sont vrai très contents. Et bah, la pièce est cool en plus. Ouais. Il y a 700 places, tu vois, au Théâtre Sans Nom, c'est une grosse pièce, ça fait 1 an et demi qu'ils le teasaient, et le premier soir, ils avaient, je crois, 170 personnes, un Ok, truc ouais. comme ça. Donc en fait, c'est pas que nous, c'est juste, c'est ce que je dis, en fait, c'est vraiment des habitudes. Et je sais que, il y a eu un truc où les salles ont réouvert, je sais plus quelle date, je vais dire de la merde, donc je vais rien dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Panayotis avait écrit un message en disant en novembre, les salles sont réouvertes. Et la moitié des gens n'étaient même pas au courant en fait. Ouais. Donc voilà, c'est des habitudes, c'est des trucs. Mais après oui, forcément, vu qu'on est une compagnie émergente, il y a forcément moins de monde. Mais en fait, le truc c'est que t'as les habitudes du théâtre normalement qui sont censés venir, et là les habitués ne sont plus là vu qu'ils n'ont pas réservé. Enfin vu qu'ils ont plus leur truc. Moi, je sais que par exemple, ma mère, elle allait toujours prendre un abonnement au théâtre dans la ville. Et bah là, cette année, il y a même pas pensé en fait. Et je pense Ok, ouais. qu'inconsciemment, il y a ce côté genre bon, nous c'est pas, on n'est pas dans des systèmes d'abonnement, mais t'as ce côté. Ouais. Et même surtout là au mois de janvier où t'as l'impression Ouais, que tout bien peut sûr. toujours s'annuler. Ouais. Qu'est-ce que ça va être dans Et 2 mois? Est-ce qu'il va y avoir un vrai confinement? c'est dur de s'investir Ouais. comme ça dans quelque chose, quoi. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, mais je pense que c'est une habitude qui peut quand même revenir, quoi. Parce que, Après le théâtre, moi j'avoue que j'ai pas très peur, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça existe depuis toujours, et pour le Ouais. coup, il y a vraiment pas de choses qui existent qui peuvent remplacer ce que tu ressens Ouais. en théâtre. C'est pas comme, tu vois, je pense pour le coup, ceux qui sont plus en danger pour moi, c'est la musique et les concerts, tu vois, où Ouais. ils en prennent plein la gueule depuis un petit moment, et on leur dit une sorte de oh, c'est bon, ça va, vous avez le streaming, tu vois. Ouais. Le théâtre, ça n'existe pas, le théâtre en streaming ou même le théâtre en vidéo, c'est vachement moins. Enfin, c'est pas ouf. T'as pas le mec en face de mais toi après, qui. tu peux dire Netflix te concurrence quand même. Ah bah oui, c'est la concurrence, mais c'est pas du tout. Enfin, Ouais, là, c'est pas du pas- spectacle le streaming vivant, et les c'est autre concerts, chose. c'est différent aussi, quand même. C'est genre. Je pense que Netflix, il concurrence plus le cinéma. Non, Que- je pense Moi, pas. non, Netflix, je pense c'est pas, une concurrence ouais, aussi. ouais. T'as ce truc quand même maintenant de genre vraiment ouais bah tu mets Netflix chez toi et voilà et tu vas certes ça doit concurrencer le cinéma mais ça concurrence je pense aussi un peu le théâtre. Oui. Bah, je pense que ça peut difficilement concurrencer. Enfin, ça concurrence forcément le cinéma, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, rien qu'au niveau des droits, pour avoir les films sur tes plateformes, Oui. tu dois attendre je sais pas 2, combien 3 de temps. mois. Donc, Aux États-Unis, c'est beaucoup moins, mais en ouais, France, aux États-Unis, c'est beaucoup Mais là, moins, ça a en baissé France, il y a je sais pas que longtemps, en ouais, France. c'est passé de 6 à 4 mois, j'ai vu. Ouais. Et 2 mois si jamais c'est toi qui as produit le film ou je sais pas quoi, enfin bref. Oui, qu'il est français, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est un Ouais. truc comme ça, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, si t'as vraiment envie de voir un film, bah tu vas quand même au cinéma, tu vois. Puis en plus sur Netflix, Ouais. tu sais très bien que le film que tu veux voir va très sûrement pas sortir, ou alors 4 ans après. Donc c'est vrai qu'au niveau cinéma, je pense pas que ce soit non plus. On a été aussi mis dans un truc aussi où, entre guillemets, si je vais sortir, c'est pour aller au bar, quoi. Non mais je parle Non, ça c'était problème perso, mec. Non mais oui, ça va pas de ouf en ce moment, mais non mais ce que je veux dire c'est que on est vachement plus. Alors je parle pas forcément de nous en particulier, mais je parle de nous en général, vachement plus habitués à être chez soi et voilà. Et c'est vrai que les soirs où les théâtres sont vides, les terrasses sont pleines. Parce que on a une espèce de truc de on a été frustré de pas aller au bar, Ouais, faut profiter, quoi. donc on profite d'aller au bar tant qu'on peut, Ouais. mais on oublie un peu après Après, il y a bon nombre de personnes qui vont pas au bar et qui vont pas au théâtre non plus, mais non c'est vrai il y a des personnes qui vont nulle part en fait, ouais. qui sortent pas de chez eux, on appelle ça des dépressifs. Ou des hikikomori. Je me le permets le terme, Ouais. je vous l'offre. Enfin non, c'est quand même plus hard que ça les hikikomori, mais Hikikomori, tu peux définir? Mathis, je t'en prie. C'est une frange de la population japonaise Ouais, c'est qui a une phobie sociale et qui sort plus de chez elle et qui fait que
qui fait que fuir la société, vivre chez elle à travers. C'est aussi lié à la culture manga et jeux Ouais, vidéo, c'est je crois. ça se réfugie vachement dans Et les mangas. en gros, c'est surtout des jeunes hommes qui ont aussi peur des femmes, etc. Il y a vraiment un gros problème de sociabilité entre les femmes et les hommes au Japon à ce niveau-là. Et voilà, c'est à peu près ça, les Hikikomori. Ok. Il y a un super reportage sur Arte si ça vous intéresse. Qui s'appelle Hikikomori. Ok. Et le reportage sur les chaises, il s'appelle Chaise. Tambour. T'avais quel rôle, Célor, toi, sur la méthode? Je sais, hein, j'ai la réponse, mais Oui, il faut expliquer. Moi, sur la méthode, j'avais une Moi, j'avais sorte... pas bien compris. qu'est-ce que tu foutais là, en fait? En fait, il avait ses écouteurs dès que je lui parlais. Non, en gros, moi, de ce que j'ai compris, après, ça tournait en rond quand vous étiez tous les deux. Vous avez besoin d'avoir, et je pense que c'est d'ailleurs tout à fait normal, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur et à votre vision et à ce spectacle. Et du coup, je suis venu un petit peu pour vous assister sur, non pas sur la mise en scène, je pense plus sur le jeu et sur la direction où aller, quoi. Histoire de lisser un petit peu le truc et puis de voir quelqu'un en dehors qui en gros je gérais le rythme, enfin je gérais pas mais je voyais le rythme, etc. Puis on en parlait après, quoi. J'étais plus un assistant que vraiment Ouais. Enfin je pense Je sais pas, mais c'est difficile à définir. oui mais, c'est difficile à définir, ouais, c'est sûr. T'étais un pote qui était là, quoi. J'étais là, quoi. J'étais là, je notais des trucs, je donnais des avis, voilà, Des fois, quoi. tu ramenais des bières, et puis... Puis t'as fait la régie aussi, quand même. Et c'est vrai que j'ai fait la régie, ouais. La régie, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on se retrouve à beaucoup faire les régisseurs en tant que comédien. On doit apprendre plein de métiers. On doit faire notre prod, on doit faire tout, en fait. C'est... Après, nous, on a de la chance parce qu'on sort d'une école qui nous a formés à ça, mais Ouais. je trouve que si on avait été, par exemple, je sais pas, on aurait été vachement embêtés si jamais, moi, je savais pas faire une régie, tu vois, Alexis, il est pas là, bon, qui peut faire une régie, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça cool de toucher un petit peu à ça, tu vois, Ah de ouais, se c'est rendre monstrueux. compte, et puis genre, Qu'est-ce que vous entendez exactement par régie? Tu sais, la régie, c'est le petit plateau, là, où tu mets des lumières, musique, Ok, et ouais. tout ça. En gros, c'est toi qui gères les lumières, Ouais. les sons, les Parce que sur un départs, tournage, la tout régie, ça. c'est pas du tout pareil, tu vois. Ouais, non, pas du Ouais, tout, la régie, ok. c'est plus une régie technique, ouais, sur Ouais. le tournage, carrément. Ok. Régie Las Palais. Oui. Oui. J'ai vu ton sourire, j'ai bien senti qu'il allait parler de quelqu'un qui allait Celle-là, Oui, je bah t'avoue, oui. non. Celle-là, Toujours tombé dans la vanne à un moment. Je n'ai pas Régis Las Palais, je n'ai rien, c'est fou. C'est qui? C'est Tu quoi? sais pas qui c'est? Non. C'est un duo, Chevalier Las Palais, ça te dit rien? Un duo comique, genre un peu. Le Chevalier du Fiel? Non, C'est un peu dans le même délire. ouais, c'est un peu la même C'est la époque. même époque, ouais. C'est rire et chanson, en fait. C'est ça, c'est hyper humour café-théâtre. Ok. C'est un petit et un grand. Le petit, il est brun, il fait oh. Mais il faisait des pubs pour MMA? Ouais, non, Non, c'est pour MMA. c'était quoi? Bah bref, pour une C'était l'M. assurance. Non, c'est pas Matmut. lui. La la Matmut, Matmut, ouais, c'est c'est ça. ça, la Matmut. La Ça, Matmut. mais je connais le nom, mais j'avoue que j'ai pas du tout le visage ou quoi. Eh bah, tu passes pas à côté j'ai dit. Tu passes pas à côté de grand chose. Ok, parfait. Moi, C'est une époque. J'allais te proposer une reprise d'un de leurs spectacles, mais du coup. Ah bah, On avait 150 dates de prévu. Je pense à quelqu'un avait un d'autre. ami, Mathis, on qu'est-ce avait que un tu fais? Bah écoute, pour me mettre au théâtre, je suis chaud. Surtout pour du Las Palais, c'est mes textes préférés. ça, c'était. Ah, ça tombe bien! L'imitation, t'es à 20% à peu près, c'est pas mal. Et j'ai reconnu un peu. On ne nous dit pas tout. Non, c'est Anne Roumanoff, ça. Moi, j'ai pas envie d'essayer, tu vois, là, je sens. Non. Ça vous branche pas, vous, l'imitation? Moi, j'aime bien imiter, mais tout seul, en fait, quand on m'écoute pas. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut vraiment que la personne soit vraiment en confiance, tu vois. Ouais, c'est pour finir comme Canteloup, non. Quand Luke imite Zemmour, vous pouvez regarder ça. Quand tu imites Maître Yoda, t'as l'impression que limite, c'est pas qui. Ça va quoi. Il imite Yoda. Ouais, il y avait une vidéo où en fait il imitait Yoda et en gros vraiment t'as l'impression qu'il imitait Zidane. Enfin ça avait aucun sens. Hein. C'était affolant. Mais quand Lou vraiment essayait de, enfin je sais que j'avais vu un truc, je regarde pas du tout, mais j'ai vu un truc de 2 minutes passer, vraiment fermer les yeux, essayer de deviner qui limite, c'est impossible. Tu peux pas quoi. Mais il imitait assez bien avant, genre quand il faisait au début c'était genre fin des années 90, il faisait genre des chants et tout. Mais c'est marrant. Il était au Guignol et il était assez bon et maintenant. Ouais. Mais chaque fois que j'en parle, les gens me disent ouais mais il était bon avant. J'ai l'impression que c'est une sorte de nostalgie. C'est étonnant, tu vois, genre que après peut-être on était gosses et on se rendait pas compte aussi de. Moi, ouais, j'étais même pas né. Du truc. Et les deepfakes maintenant ils sont vachement bien faits. C'est ça qui est. Vous avez pas vu? beaucoup. Non, j'ai pas vu, j'ai pas. Non, parce que la nouvelle émission de Canteloup, en fait, c'est des deepfakes. Ah ouais. Mais oui, c'est là où j'ai vu Maître Yoda là-dessus. Un crâne chauve. Et c'est Canteloup qui parle. Donc il y a même plus besoin de.
Il y a même plus besoin de faire salut, c'est Sarkozy. Mais ça fait longtemps qu'il fait cette émission-là avec. Oh bah, je grandis avec moi, j'ai l'impression. La méthode, c'est une pièce qui parle d'échec. Ouais. Qui parle du principe que tout le monde vous vend la réussite, donc pourquoi pas s'offrir le confort d'échouer. Est-ce que pour vous, l'échec a des vertus? Alors, pour moi, ouais, totalement. Enfin, en fait, après, le rapport à l'échec, pour moi, a été vachement évolutif. Je pense que ça dépend du pan de ta vie, à quel moment tu le prends dans la gueule. Je sais qu'au début, l'échec était pour moi la fin de ma vie, quoi. C'est-à-dire que dès que j'avais un échec, je me disais, ok, bah je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour machin, ce qui faisait que j'avais vachement peur de tenter plein de trucs. Et puis un jour, on a fait une pièce qui s'appelle Les Mystères du Jongleur en 2e année, et où en fait, on a en gros échoué pendant 12 dates. Et en fait, ça m'a pris vraiment énormément de trucs. Et pour moi, l'échec, c'est juste un passage, c'est pas du tout un état. J'irais même jusqu'à dire la bonne phrase moralisatrice un peu pourrie de trucs objectifs quadrillionnaires sur Instagram. Mais en vrai, ton échec, en fait, à chaque fois, t'en ressors quelque chose de positif, quoi. Ça n'existe pas un échec qui dure sur le temps. Et en fait, je pense que l'échec, c'est aussi en rapport avec ta confiance en soi et ton jugement par rapport au jugement des autres. Et je pense que quand t'es vraiment, je sais pas en phase avec toi-même et que t'aimes ce que t'es en train de produire, en fait, c'est plus un échec, à la limite, c'est genre pas un frein à un moment, tu vois. Mais c'est pas considéré comme un échec, ça te fera avancer, t'apprends des trucs et tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait là à ce moment-là pour échouer? Mais se dire ça, est-ce que ça annule complètement ta peur de l'échec ou... Non, oulala, non, absolument pas. J'ai peur de me lancer, c'est autre chose. Ouais, moi j'ai peur de terminer les choses. Ouais, mais tu vois, ça aussi, c'est tu pareil, vois, ça revient à la même chose en fait, la peur de terminer les choses, c'est que t'as peur que quand tu es fini, ça rend pas ce que t'avais en tête, tu vois. Et du coup, t'as peur d'échouer, mais d'échouer par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à ta vision. Si évidemment, je sais pas, tu veux faire un titre, tu pompes Kanye West, forcément, ça va pas rendre comme lui, donc du coup, tu vois. Ouais, carrément. Toi, Maël, l'échec, les vertus, la peur. Bah non, moi je suis d'accord avec tout ce que Célor a dit. Après, moi, je pense que j'ai quand même assez de mal à. Enfin, moi, je pense que je vis assez mal l'échec, mais c'est mieux depuis depuis le théâtre, Ouais, carrément. parce que moi, en gros, tout mon parcours scolaire et tout, genre j'ai eu mes diplômes facilement et tout, j'avais pas de problème, donc j'ai pas vraiment pris de gros échecs pendant tout mon parcours scolaire. Dans ma vie perso, bon, ça c'est autre chose, mais on va dire que et le théâtre, ça me met quand même dans un état où où là j'ai vraiment pris des murs, tu vois, et même tout le mois de janvier, c'était pas facile, mais du coup j'en ai vraiment tiré des apprentissages et ça c'est cool. Je pense que c'est quand t'arrives à tirer des apprentissages de tes expériences que c'est cool, quoi, et c'est à ça que ça peut servir. Après, je pense qu'il y a aussi un truc de on n'a pas forcément peur de l'échec, mais t'as pas envie d'échouer. T'as pas envie d'échouer, donc quand tu fais quelque chose, t'as pas envie que ça rate. Du coup, c'est peut-être différent de vraiment la peur de l'échec. Là où j'ai pas l'impression d'avoir vraiment peur de l'échec maintenant, genre j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose en tout cas qui soit genre obsessionnel et qui m'empêche de faire des choses. Ça va plus ouais, je sais pas. Oui, non, ça va plus. Ça peut être un moteur aussi, genre de pas vouloir échouer. Après, c'est sûr que ça donne à fond. Ça a des bons côtés. C'est ça, ouais, c'est sûr, ça a aussi des bons côtés. Ouais. Ça a des bons côtés dans le sens, ça veut dire que tu mets tout de ton côté pour essayer de faire en sorte que ça soit le mieux possible, que ce que t'entreprends, tu le fasses au maximum, et voilà. Puis après, si jamais ça suffit pas, au moins t'auras fait le maximum. Je trouve, tu sais, quand tu viens de vivre un échec, c'est toujours dur de pas rester bloqué dessus et de pas le transformer en énergie positive pour dire ok, je vais y retourner. Et puis je vais faire mieux, tu vois, genre. Ah oui, à théoriser c'est très simple, ce qu'on a dit. À appliquer c'est vachement plus dur. Non, mais après t'as aussi une phase de maturation. Faut pas y penser directement. Genre ok, là je viens d'échouer, qu'est-ce que je peux faire directement? Ouais. Prends ton seum, c'est important aussi. Je trouve d'avoir du seum, d'être un peu triste, d'être machin, tu ressens des choses, tu vois. Si tu quantifies tout le temps, c'est chiant. Et du coup ce sentiment-là, en plus, du coup tu l'impactes en mode putain, là j'étais vachement triste, j'ai plus envie que ça revienne, donc du coup je vais faire en sorte que ça revienne pas, tu vois. Si tu vis pas les choses pleinement, tu peux pas vraiment. C'est important aussi de savourer son échec. Le truc, c'est qu'il faut pas rester appuyé dessus, quoi. Je crois que c'est Nekfeu qui disait ça très bien. Un échec, ça se garde et ça se bonifie, tu vois. Et je trouve qu'il a raison. C'est déjà, en plus, je trouve que c'est simple d'être dans l'échec, de rester dans l'échec. C'est plus simple que de vouloir aller bien, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, d'aller mieux. Et du coup, c'est ça. Faut le comprendre, faut se le prendre en pleine gueule. Et une fois que tu l'as pris en pleine gueule, ok, maintenant, je vais essayer de m'en sortir, quoi, plutôt que de rester appuyé dessus.
Mais je pense qu'il faut apprendre à échouer en fait, apprendre à bien échouer, dans le sens à bien sortir de son échec par le haut, parce que en vrai t'as aussi des échecs genre qui te plombent et tu t'en sors pas quoi, tu vois, genre ça fait. Ah, puis t'as des échecs qui sont des trucs d'une vie, tu vois, quasiment. Bah ouais. Après ouais, t'as des espèces de trucs dans lesquels t'es depuis genre des années, et puis t'arrives pas à t'en sortir et finalement tu le vois. Moi je trouve que genre il y a vraiment un truc qui m'aide, moi, c'est quand je sens que enfin un truc qui me met vraiment mal, c'est quand je sens que je souffre et que j'arrive pas à donner de sens à ce qui se passe. Ouais, t'arrives pas à savoir où en tu mode souffres, tu te dis bah là je souffre juste, c'est gratuit, tu vois. Ouais. Ça c'est terrible, alors que T'arrives même pas à comprendre les causes et bah si t'arrives à comprendre, tu sais à peine d'où tu ça peux vient, comprendre les causes, mais d'être tellement en mode de t'abdiques face à ta souffrance, tu dis mais j'y arriverai jamais, c'est des problèmes que j'ai depuis trop longtemps. Bon voilà, c'est juste que c'est pas fait pour moi, tu vois. Alors que quand je trouve que c'est dur. Alors que quand t'arrives à donner du sens à ce qui se passe, ça change tout, parce que ça fait que la souffrance elle a un sens, et tu dis ok, il se passe ça parce qu'il faut que la situation change, et du coup c'est bien, parce que en gros la souffrance de toute façon c'est toujours un espèce d'indicateur que ton corps il te renvoie. C'est jamais ton corps il fait tout pour que tu sois heureux, il va pas t'envoyer de la souffrance pour que t'ailles juste pour que tu souffres en mode vas-y. Oh, le petit kiff là, petit kiff de 2 semaines. Tiens. Ah mais je pense après ça dépend de tes. Là c'est plus médical à ce niveau-là, de si ton corps te fait souffrir gratuitement ou pas. Il y a des gens qui souffrent de maladies mentales, etc. Ouais, moi je ça pense c'est complètement différent, mais C'est plus un échec, c'est vraiment. oui. je m'y connais pas bien, mais je pense quand même que c'est une espèce de mécanisme d'adaptation qui est foiré. Par exemple, je sais pas, une maladie mentale à cause du traumatisme dans l'enfance, qui sont tellement forts que en fait la seule façon que la personne a de survivre, ça va être de contracter voilà une maladie mentale, mais c'est une sorte de protection pour essayer d'aller mieux en fait, tu vois. Ouais. Mais des fois, c'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est un essai du corps. Du coup après tu te retrouves avec des fois des biais cognitifs, genre par exemple tu vas t'adapter d'une certaine façon au monde, parce qu'à ce moment-là ça te permet de te protéger, et genre en fait c'est pas du tout adapté à ce qui se passe. Genre je sais pas, quelqu'un on va dire qui a eu un problème d'agression sexuelle dans sa vie, qui du coup je sais pas, complètement se bloquer dans ses relations pendant 30 ans, bah finalement son mécanisme de défense qui à la base se justifie, bah genre ça le fait souffrir encore plus quoi. Mais après on peut toujours ressortir par le haut, je pense, et c'est pas parce que ça te bloque que c'est une mauvaise chose aussi. Je pense que des fois t'as besoin de te bloquer un certain temps. En fait, tant que tu comprends pourquoi, et aussi faut pas hésiter à en parler, hein. Ouais, genre, vraiment, c'est sûr, les échecs, c'est hyper important. C'est la meilleure comme pour tout, la meilleure solution c'est la communication. Ouais. Il faut en parler à un psy aussi. Oui. Ouais, c'est le genre de problème plus perso. Voilà, c'est encore plus profond là, c'est que l'échec. Mais après, je pense que ta vision de l'échec peut aussi faire ressortir ce genre de trauma, tu vois. Ça peut te permettre aussi de comprendre. Donc c'est bien de toujours aller se confronter. Ah ouais, carrément. Dans la mesure du possible, dans la mesure de ce que tu peux encaisser, pour essayer d'avancer sur des problèmes plus profonds. Je pense que vous avez tous vécu ça à travers votre art. De chaque échec te fait comprendre des choses sur toi que tu avais peut-être même pas vues, et tu te rends compte que ta façon de le gérer aussi, d'aller se réfugier ou d'aller faire n'importe quoi, ça veut dire des choses sur toi que tu comprends après. Ouais, moi je sais que par exemple j'avais un carnet avant, du coup quand on était en 2e année, et donc avec cette fameuse pièce Les Mystères du Jongleur, et en fait je notais tout à ce moment-là, parce que j'étais constamment en colère tout le temps. En fait c'était ce que je disais, tu vois, c'était un mécanisme de défense où en fait j'étais pas bien avec moi, j'étais pas bien avec l'image que je voulais donner de moi, parce que j'avais peur du regard des autres, de plein de trucs, et du coup je faisais ce truc-là c'est pas ma faute, c'est le monde, quoi. J'étais vraiment en colère contre le monde, tu vois, il y avait un truc comme ça. Et je sais que je l'ai relu, ce carnet, je l'ai retrouvé là, il y a 5-6 mois, tu vois. Et je l'ai relu, et je disais des trucs dedans. Mais, c'était affolant, c'était en mode, de toute façon, c'est forcément les autres. C'était que des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que, en fait, t'as la réponse vachement après, en général, tu vois. Ta réponse vachement après, et des fois tu te rends même pas compte que t'as la réponse, tu vois. Moi je m'en étais pas rendu compte en fait que j'avais changé, quoi. C'est juste quand j'ai lu ça j'ai fait ah ouais, en fait je crois que je viens de loin, tu vois. Ah ouais, j'étais vraiment mais un taré, quoi, tu vois, de reconnaissance des autres, de machin, je faisais des trucs qui étaient même pas pour moi en fait, qui étaient plus pour les autres, mais écrivez aussi, hein. C'est très important d'écrire plein de trucs. Bah c'est une façon de communiquer avec soi aussi, je pense. Ouais, putain, puis la catharsis s'applique vraiment. Vraiment, l'exercice. Moi, je sais que je suis un rageux sur les jeux vidéo. Je me suis fait bannir de nombreuses fois à plein de jeux. Et maintenant, j'applique quelque chose, au lieu de casser mes manettes, c'est que dès que j'ai envie d'insulter quelqu'un, au lieu de l'insulter, je l'écris, tu vois. Et bah, mec, après, c'est bon, je suis tranquille. J'ai même plus besoin de fumer de clope après, tu vois.
Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Trop bien. Mais du coup, tu penses que c'est les échecs que t'as vécu au TPN qui t'ont fait changer en partie? Après, moi, en fait, il s'est passé dans des trucs aussi dans ma vie privée qui ont fait que j'ai enfin eu les réponses de quelque chose qui me taraudait depuis une dizaine d'années, quoi. Ok. Donc ça m'a forcément aidé et en fait, j'ai vraiment eu un truc où, vu que tous les soirs on était en galère, et ben en fait, vas-y, c'est pas grave, on y va, tu vois. Mhm. On verra ce qui se passe. Et c'est très cliché de dire ça, tu vois, mais c'est ouais, c'est vrai, c'est ça en fait. C'est le moment où bon bah il y a une fois ça se passe pas bien, c'est chiant, deux fois c'est relou, trois tu t'habitues. Il y a un truc un peu comme ça où en fait bah du coup t'es en mode bah vas-y, si ça se passe pas bien, tant pis, je kiffe, on verra, tu vois. Au pire des cas, ça s'est pas bien passé la veille, on s'en fiche, enfin, tu vois. Puis l'échec, ça peut être un moteur aussi. Vraiment. Je pense, enfin, enfin, moi, je sais qu'en tout cas, là, il y a pas longtemps, j'ai fait du stand-up. Ouais. Et bah, la première fois, ça s'est pas si mal passé que ça. La C'était deuxième fois, super, j'étais là, c'était super. J'ai beaucoup rigolé. Lui, il se souvient de rien parce qu'il a fait une espèce de blackout coma. chelou parce que j'étais trop stressé Oh, sur coma scène. éveillé. Mais la deuxième fois, ça a été un désastre. Et là, je me rappelle de chaque seconde, et chaque seconde en était 10. Et du coup, je suis sorti de là, genre pendant 3 secondes, je me suis dit, plus jamais je fais ça. Et 3 secondes après, je suis allé voir la host, Capcab, et je lui ai dit, quand est-ce que je reviens, quoi. Parce que si tu restes sur un échec, t'es frustré et tu veux pas y retourner, quoi. C'est ça, t'as les deux routes, hein, de toute façon. C'est soit tu te dis plus jamais, soit ça te donne encore plus la dalle, et puis tu y retournes avec l'envie de pas te trop doubler, quoi. Tu vois, un truc comme ça, carrément. Choisis le chemin. Chacun sa route. Chacun son chemin. Chacun sur ma sa route, j'ai croisé des doutes. Ah, moi, il y a eu du move, oui. De l'aventure dans le move. Oh là là, oui. Pas une vie de clown, un truc comme ça. Moi, j'étais sur la route toute la sainte journée. Et je n'ai pas vu le doute en toi aussi, Missé. Ah, merde. Moi, j'avais une autre question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'or. Est-ce que aussi, le fait t'avais dit que pendant une semaine, c'était échec sur échec, je crois, c'était à peu près ouais, ça. C'était pas une semaine, mais ouais, c'était un mois. Ouais. C'était sur un mois, c'était. Ouais. Mais du coup, est-ce que comment dire ça? Est-ce que le fait que ce soit des pièces qui étaient pour des études, enfin c'était pendant tes études, ça t'a pas aussi permis de vivre plus facilement les échecs, par exemple, si t'avais pas évolué à ce point-là aujourd'hui et que tu devais te lancer dans une carrière professionnelle, le fait d'avoir encore plus de responsabilités serait pas d'autant plus difficile à vivre comme échec? Enfin, si tu... j'ai très mal formulé ce que ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, je vais pas te mentir que moi, quand j'étais à l'école, vu qu'à cette époque-là, enfin, déjà, c'était la première fois que je faisais du théâtre, moi. Enfin, j'en avais fait vite fait avant, tu vois, 2 semaines, mais c'était pas, je le vivais pas comme un truc étudiant. Enfin, j'ai jamais eu de légèreté avec ça. Okay. Enfin, si plus tard, quand j'étais en 3e année, quand je faisais du théâtre pour moi et pas pour les autres. En fait, j'étais tellement dans une sorte de cercle où je voulais montrer aux autres que je savais en fait, alors, le théâtre, que en fait, je me suis jamais pris à légère et en même encore plus, parce qu'en fait, du coup, je voulais prouver qu'en tant qu'élève, je pouvais être encore mieux que les professionnels, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans une matrice absolument incroyable. Donc j'avoue que non, j'ai pas eu de côté léger ou quoi. Et là avec après c'est le début, donc je sais pas si vous avez encore ce recul là, enfin déjà ce recul là ou pas, mais le fait de devoir remplir des salles, de devoir vivre de ça en fait. Ouais. Ça met pas aussi d'autres barrières qui fait que les échecs seront plus difficiles? Bah ça met ça met des pressions différentes. Ouais, quoi. ça, d'autres enjeux. Ouais, c'est sûr. C'est maintenant tu flippes de pas pouvoir manger. Ouais. Et même avec l'intermittence, bah tu te retrouves à attendre Pôle emploi pendant 3 mois et à être à découvert, quoi. Ouais, Pôle emploi, il a pas un impact. Enfin, mais je sais, mais... ça a pas un impact. Non, sur j'étais ta juste façon en train de jouer. cracher mon sub sur Pôle emploi. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bah, moi, je sais que, en vrai de vrai, on a fait quoi? On a fait Peanuts, 12 dates. Après, j'ai joué Arrête de mourir en Normandie. J'avoue que moi, quand je suis allé en Normandie, en fait, je sais pas comment dire, mais je ne connaissais personne. Et en fait, ils venaient pour nous, quoi. Ouais. Et j'avoue que moi, ça m'a mis une pression qui était bien plus grande que ce que j'ai jamais eu, où j'étais en mode, des gens se sont déplacés dans ce petit bled de Normandie, tu vois, avec leur famille, avec leur machin, pour venir me voir moi. Et en plus, c'est un seul en scène, donc je suis vraiment tout seul. Vrai, donc je suis bloqué dans le truc. Et j'avoue que moi, je m'étais tapé une pression qui était immense. Mais après... Et t'as vécu des échecs pendant cette période-là? Ah bah justement, cette pièce-là, ouais. Cette fois-là, ouais. C'était un énorme échec. Alors après, c'est un échec. En fait, c'est pareil. Tu vois, ça, c'était un échec pour moi. Moi, je me suis trouvé absolument affreux quand j'ai joué. Il s'est passé un truc, c'est qu'au milieu de la pièce,
En fait, il y a un noir. Les gens ont applaudi. Donc le pire truc possible, c'était au moment où je disais que ma mère, en plus, enfin bon, non, je vais pas spoiler, mais Arrête de mourir, ça parle d'un adolescent qui est confronté à l'Alzheimer précoce de sa mère. Et Putain bref, de pièce. c'est ouais, c'est cool, elle est cool. Putain de pièce. Et en gros, c'est le moment où il se rend compte qu'elle a l'Alzheimer, quoi. Et en fait, les gens ont applaudi et j'étais là en mode comment est-ce que je reprends après ça, parce que je suis censé être dans un état où je suis en colère, je suis triste, je suis machin. Et donc j'ai fait ça et en fait, ça m'a carrément réconforté. J'étais en mode ok, en fait, les gens sont attentifs. Parce que là, en gros, j'étais dans une salle où c'était des gens qui étaient pas c'était pour les 3/4 c'est la première fois qu'ils voyaient du théâtre, tu vois. Okay. Et en fait, de base, là où on jouait, c'était une sorte de bar et du coup les gens en fait naviguaient, tu vois. Ils allaient chercher leur bière, ils parlaient avec leurs potes, avec leur machin. Et du coup tout le monde bougeait, et du coup j'étais dans une salle où ça bougeait tout le temps et j'étais en mode putain, mais je suis pas du tout captivant en fait. Les gens s'en branlent de moi, quoi. Et du coup je voulais vite que j'aille fumer ma clope après, tu vois. Et en fait, du coup, vu que ça applaudit, j'étais en mode, ok, ça va, les gens sont réceptifs. Donc j'ai fait mon truc, et à la fin, j'ai regardé Camille en mode, putain, c'est pitoyable ce que j'ai fait. Et en fait, les gens se sont levés, tu vois. Et les gens ont adoré, quoi. Alors que, donc tu vois, c'est des perceptions qui sont différentes. Pour moi, j'ai vécu ça comme un échec parce que je me suis pas trouvé juste, ou je me suis pas trouvé autant présent. Mais en fait, pour les autres, du coup, pas du tout, parce qu'ils ont pas vu ça, tu vois, c'était dans ma tête, quoi. Ouais. Mais tu l'as vécu quand même un échec jusqu'à quel moment? Est-ce que quand t'as eu la standing ovation, oh mec, ça t'a permis de... Après, enfin, standing ovation ou pas standing ovation, je me fous, enfin, tu vois, genre, juste, j'étais pas autant présent, et ouais, ça m'a remis une petite claque quand même. Un petit truc d'en fait, je suis pas aussi régulier que ce que je pensais, tu vois. Okay, ouais. J'ai vraiment eu un truc où j'étais en mode putain, je suis retombé dans où je suis dans ma tête, où je suis dans machin, et c'est chiant, quoi, parce que je pense que tu dois ressentir la même aussi quand tu joues, mais. Bah, moi, j'avais eu quand on avait joué on a fait en gros, on a joué 6 dates, j'ai touché le micro. On a fait 6 dates, au Crapaud Roi, et on avait joué le réveillon le soir à Belleville. Ouais. En fait, le soir, à Belleville, les places étaient à 30 € pour le réveillon. 30 € pour notre spectacle. Et moi, je me disais, mais putain, en fait, je suis arrivé sur scène et je me suis dit, putain, les gens ont payé 30 €. Ouais. Donc, c'était la première fois qu'on faisait cette nouvelle version, sachant qu'on avait beaucoup de doutes à ce moment-là, ça se passait, il y a eu des moments difficiles dans notre mois. Et à ce moment-là, c'était difficile. Et du coup, vraiment, moi, ça m'a mis un coup de pression. Et c'est trop con parce que c'est pas moi qui fixe le prix et tout, tu vois. Mais ça m'a mis un truc de, ah putain, va falloir que j'assure. Et j'ai été genre horrible, quoi. Genre, enfin, horrible. Après, encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est toi, tu ressens c'est ça. ta propre vision, ouais. J'étais pas, j'ai fait le travail, tu vois, mais j'ai rien ressenti. Et je me suis senti fébrile et du coup, c'est super désagréable. Surtout quand tu commences parce que tu te dis, ouais, est-ce que je vais réussir à prendre du plaisir? Parce que quand tu joues et que tu prends pas de plaisir, déjà, c'est beaucoup de travail. C'est long. On gagne pas beaucoup d'argent. On gagne quasiment rien. Donc, si en plus, c'est galère, tu te dis, ouais, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Donc, voilà. Après, moi, sur les échecs, je sais que, par exemple, par rapport au Mystère du Jongleur, donc moi, c'est le spectacle qu'on a joué en deuxième année. C'était notre premier spectacle. Enfin, on n'avait jamais fait de spectacle, tu vois, avant. Donc, ouais, moi, c'est pareil, scolaire ou pas scolaire, j'ai mis la même intensité. Et pour le coup, moi, je l'ai pris vraiment pour moi, en fait, tu vois, l'échec. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment mis dans la situation où, ok, je suis pas fait pour ça. Genre, j'ai pas été bon, je suis pas fait pour ça, donc je vais arrêter le théâtre. Après, il y a eu le confinement et finalement, j'ai continué, mais vraiment, j'étais dans l'idée d'arrêter parce que je l'ai vraiment pris pour moi, en mode, ça m'a activé ma peur du rejet. Et je me suis senti, tu vois, genre, je me disais, mais je suis pas bon, genre, j'ai rien à faire là, tu vois. Enfin, il y a un truc où pour le coup, moi, je l'ai vraiment très mal vécu, vraiment très très mal vécu. Et même aujourd'hui encore, tu vois, j'ai du mal à vraiment me dire à quoi ça m'a servi, quoi. À part, mais bon, c'est des expériences, mais ça crée des liens, mec. Ben moi, franchement, non. Peut-être t'aurais pas été aussi pote si t'avais pas mal vécu le jongleur. Ah non, bah je sais pas. En tout cas, de toute façon, c'est le parcours qu'on a eu. Après, en vrai, c'est intéressant, mais c'est intéressant de se rendre compte a posteriori que, ok, ouais, c'était vraiment compliqué comme situation. Mais nous, c'était notre premier spectacle, et on se retrouvait à faire une pièce qui était vraiment expérimentale, où il y avait des choses que même des comédiens aguerris, ils étaient là, oh, c'est trop dur ce que vous faites. Enfin, c'est infaisable. Okay, ouais. C'était des grands concepts. Vous pensez que ça a été fait exprès de prendre un truc aussi difficile pour vous mettre dans l'échec? Bon, après, je pense qu'il y a une sorte de double non-compréhension où le metteur en scène aussi s'est fait complètement surpasser par son truc. Ok. Mais après, pour revenir juste sur Jongleur, tu vois, pour nous, on l'a traversé comme un échec. Moi, je sais que j'ai tous mes potes qui sont venus le voir. Ça fait maintenant 3 ans qu'on l'a joué. Ils m'en parlent encore, tu vois. Genre, pour eux, c'était un truc absolument incroyable, c'était fou. Mes parents, pareil, ils ont adoré parce que nous, on galérait. Nous, on voyait que ça galérait. Mais eux non, quoi, tu vois. Ouais. Donc bon, après ils sont venus à des bons soirs. Vraiment il y avait des soirs horribles. Il y a quand même, moi je pense, le truc que j'en garde, c'est de jouer en se sentant ridicule, en se sentant vraiment ridicule.
Et mine de rien, tu te dis, même dans ce cas-là, bon, tu vas au bout, et c'est toujours ce truc-là, c'est que des fois, on est tellement plus dur, en tout cas, moi, je suis très très dur avec moi quand je suis pas bon, tu vois. Moi, je me rappelle quand j'avais joué ma pièce dans la roue de Lucien Marron le premier soir, où c'était pareil, on était vraiment en rush, c'était les spectacles de 3e année, tout s'était fait vraiment sur la fin, et j'ai joué en me disant, et j'étais vraiment en mode, mais c'est trop nul, j'ai trop honte, tu vois, et en plus c'est moi qui avais écrit, donc tu sais, genre j'avais toutes les casquettes qui se rajoutaient, j'étais trop nul dans le jeu, et je me disais, mais c'est trop nul là, ce qu'on a fait, c'est trop nul, tu vois. Et à un moment donné, j'ai lâché le truc, j'étais en mode, ok, mais de toute façon c'est nul, voilà, donc je fais le truc, et puis ça sera fini, quoi. Et en fait, je suis sorti, et les gens m'ont dit, oh, c'était trop cool et tout, et j'étais en mode quoi. Ah, c'est super cool. dur. Et du coup, le deuxième soir, genre, ça m'a totalement libéré parce que je me suis dit, ah putain, en fait, genre, les gens ont quand même bien aimé ce qui s'est passé, alors que vraiment, je me disais, tous les voyants étaient au rouge. Donc, je me suis dit, ok, bah, si. Du coup, le deuxième soir, ça m'a libéré de fou, tu vois, j'étais là, et les gens ont encore plus aimé le deuxième soir. Oui, t'as réussi à prendre du plaisir à partir de ce moment-là. Ouais. Après, le premier soir, j'avais fait un bug lumière aussi. Parce que je faisais la régie, j'ai oublié de lancer des lumières. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est normal, c'est les premières. Ça, c'est spectacle, ça. Moi, ça me rappelle une fois où je jouais les 50 otages, donc pièce historique, institutionnelle, voilà, et je joue devant des scolaires. Ah ouais, ça, c'est dur. Voilà. Je joue devant, il y avait quoi? Il y avait 500 lycéens. Non, moins que ça. Mais 300. Ah, mais tu m'as vu raconter. 300 lycéens. Ailleurs, il y en avait qui étaient dans le truc, mais c'était complètement parasité par des qui s'en battaient la race de ce qu'on était, de ce qu'on faisait, et ils étaient au premier rang, ceux-là. Et c'est assez horrible en fait, tu vois, parce que toi t'es concentré, t'essaies d'être sur ton jeu, et t'es là, genre à la moindre réplique un peu impactante, t'entends une vanne dans le public, genre il y a un moment où ils nous ont jeté des bonbons. Ouais, alors ça c'est chaud. Ça c'est horrible. Ouais. T'es là, t'essayes d'avoir de l'émotion, tu te prends des Skittles dans l'œil, bon bah c'est pas... Moi tu pleures, mais c'est pas... Non, c'est autre chose quoi. Il y a un moment donné où, bon bah c'est pas du spoil parce que Guy Moquet meurt. Non mais c'est... Ouais, enfin on l'apprend... Enfin depuis Sarkozy on lit la lettre dans les collèges, enfin on sait qu'il meurt quoi. Il est mort. Il est mort. Voilà, c'était... Même dans tous les cas, s'il avait pas été fusillé, le gars avait 17 ans en 45, il serait peut-être mort maintenant. Ah non, il aurait eu 37 du coup. Peut-être pas, hein. Ouais. Pas très bon en calcul, pardon. Et vraiment, genre, au moment où je meurs, il y a quelqu'un dans le public, un gamin dans le public qui fait « Allez, fin de soirée !» Après ça, tu vois, genre le public lycéen, en fait ça c'est leur manière d'aimer. Mais vraiment, tu vois, je sais que moi j'avais bossé avec Gaspard sur une pièce qui s'appelle Juste la fin du monde, Gaspard Legendre, pardon. Et on est allé dans un lycée pour la représenter. Moi j'étais venu et on avait fait une sorte de... Après on avait parlé avec les lycéens et tout. Et en fait j'étais en plein milieu des lycéens. Et tu vois, ça parle, ça machin, ça fait des blagues, des trucs. Mais en fait, c'est parce que déjà, eux, ils osent pas assumer qu'ils aiment ça, qu'ils aiment ce qu'ils voient. Donc, du coup, ils enlèvent. Et bon, après, les Skittles dans la gueule, là, c'est chaud. Mais, tu vois, les blagues, les machins, enfin, je sais que genre, dans Juste la fin du monde, à la fin, t'as quand même un truc où les deux frères, en gros, s'engueulent beaucoup. Ouais. Et t'avais un mec à côté de moi, il faisait que des blagues en mode, oh, attends, il va lui mettre une baigne ou quoi? Oh là là, calmez-le, attrapez votre pote. Enfin, tu vois, vraiment, il y avait plein de blagues. Et en fait, à la fin, les bougs avaient grave kiffé, tu vois. Mais parce que c'est leur manière d'apprécier, ça, quoi. Oui, bien sûr. On va reprendre maintenant. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est difficile. Et les lycéens, faites attention. Hein. On a coupé. D'ailleurs, je vais jouer dans des lycées. Arrête de mourir, soyez vraiment cool, les gars, s'il vous plaît. Je fais votre taille. J'ai quasiment votre âge. De moins en moins, quand même. Oui, c'est vrai, de moins en moins. Mais... C'est avec ça qu'ils vont te respecter. C'est pas le bon move. Je suis désolé. Hein, c'est pas très bien. Eh bien, rendez-vous devant votre lycée à 8h à chaque fois. Bon, bah, merci, les gars, c'était bien cool. Non, c'était pas ouf. C'est terminé? Non, mais c'est pas terminé encore. On est encore ensemble. Mais bon, toute cette conversation vers la fin, un peu deep, un peu sur les échecs. Voilà. On a pas mal navigué encore. Quoi? On a pas mal navigué encore. On a pas mal navigué, mais en même temps, c'est un peu ce qui est bien dans cette émission. Ça me fait parce qu'Antonin il tient bien la barre. Et il tient bon le vent. Let's go. Allez, toi aussi, rien à voir avec. Merci. Ça n'a rien à voir avec. Ouais. En plus, j'ai bien la main. Ce que vous ne voyez pas, il vient de montrer son pénis avec sa main. On en est là. Et ce niveau de blague. Et il vient encore il est en train de. Oh non, Maël, oh non, enlève pas ton pantalon, Maël. C'est toi qui l'as enlevé et qui est en train de me l'enlever. C'est faux. Bon, allez. Allez, sûrement être cut. Yes.
Le rythme de cette blague était mais parfait. Quoi. Non, moi je la garde. Hein. Ça, normalement, On la si garde. j'étais dans The Office, ça aurait été un zoom. Un très bon zoom. The Office, t'aimes bien? Ah, attends, on attend les recos. Est-ce que je peux partir sur une dernière question qui est encore Vas-y. Est-ce que vous avez envie de retourner étudier maintenant que c'est fini? Putain, tu sais que mec, moi, ça, c'est vraiment le dilemme de toute ma vie, quoi. Déjà, de base, je comptais quitter mon école pour reprendre une autre école. Ok. Au final, je l'ai pas fait parce que j'ai eu des opportunités, des machins. Mais moi, je pense que là, je vais me faire quand même 2-3 ans où je vais arrêter d'étudier. Parce qu'en fait, je suis assez jeune, donc je pourrais y retourner. Si je fais 2-3 ans, j'y retourne à 25 On ans. rappelle que donc t'as c'est ok, 13 ans et demi. 9 ans, selon les décalages. Mais donc, moi, je pense que je vais y retourner. À mon avis, moi, il me manque. Et en fait, il me manque. Et je trouve qu'en fait, les apprentissages, enfin, les écoles, c'est con, mais t'auras beau faire des castings, des machins, t'as vraiment une énergie et des exercices qui font que tu traverses des choses que tu ne retraverseras pas ou très peu. En tout cas, pas dans un cadre bienveillant, tu vois. Et donc, j'avoue que moi, ça me manque un peu, ouais. Ça me manque un peu. Ok. Toi, Maël? Moi, j'ai pas envie de refaire une école de théâtre. Ça, tu peux pas, t'es trop vieux. Hein. Bah, c'est vrai que Il y a pas d'âge. Tu sais, moi, j'ai fait quand même un master avant de venir, donc j'ai déjà fait 5 ans d'études après le bac. C'est pas ça. Plus du coup l'école. Mais après, par contre, vraiment, si j'avais de l'argent, je ferais Ouais, les beaucoup de stages. Ah ouais. Ok, Pour le ouais. coup, ça c'est vraiment Ça, ça. c'est monstrueux. C'est Et ça, incroyable. c'est super bien sur le temps d'un week-end, quelques jours. C'est ça. Ça, Tu c'est vraiment disais. quelque chose. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est un stage? Bah après un stage, il y a plein de thèmes différents. Ouais. Ça peut être un stage de clown, ça peut être un stage d'écriture plateau, ça peut être n'importe Mm. quoi. Et puis C'est des professionnels qui proposent à d'autres professionnels de leur donner Ouais, c'est ça, leur ouais. connaissance. C'est comme si toi tu devais faire un stage de manutention d'une semaine, tu vois, c'est pareil, mais là c'est un stage d'écriture, tu vois. Ok. Mais c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose. Non, mais je veux dire, tu vois, c'est comme un stage. Enfin, c'est Oui, vraiment, non, oui, je vois ce que c'est. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. c'est vraiment, tu vois, c'est bien, c'est compacté sur 2 jours et c'est toute la journée. Et puis tu ressors, t'as appris des trucs. C'est vraiment cool. Mais par contre, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Ouais, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher. Les fameux stages AFDAS. On les connaît comme ça. Y a pas moyen de s'en faire rembourser ou un truc comme Bah, ça? quand t'as- Bah, si, toi, de l'intermittent, T'as tu des vois, formations hein, Pôle mais, emploi, ouais. ouais. N'importe qui peut faire un stage. Donc, bon, je pense. Oui. Bah, si t'as de l'argent, oui, en soi, Ouais. carrément. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être intermittent ou. Bah, après, je pense que ça oui, dépend d'avoir, aussi des. Je pense que t'as des stages, t'as des critères. Ouais. Il faut que t'aies fait, je sais pas, l'école, tu vois. Est-ce que je vous ai déjà parlé de votre compte professionnel formation? Vous aussi, vous J'ai un appelez tout le appel temps de là. ça la semaine dernière, quoi, vraiment. Mais moi, ils m'ont appelé 5 fois. À chaque fois que je leur disais, mais en fait, je ne suis intéressé par aucune de vos formations. Arrêtez de m'appeler. Et ils m'ont appelé au moins 10 fois. Hein. Mais ceux qui t'appellent, 10 c'est fois pas le en vrai semaine. truc, hein. Mais oui, je sais. Ouais. C'est tous des sous-traitants du truc, de machin, qui veulent vendre leur formation parce qu'ils ont des prêts de l'État grâce à Ouais. ça. Et du coup, ils veulent se faire du bif. Ouais. Pour toi, enfin, si t'as des formations à faire, c'est pas parce que c'est des sous-traitants que c'est des mauvaises formations, mais Moi, je leur ai donné Ils sont mon casse-couilles. identifiant bancaire en tout cas. Et normalement, ils m'ont dit. C'est ça, on vous rappelle. Ils m'ont dit t'inquiète. Juste Ok. t'inquiète. Après, Ok. ils ont coupé. Et... Moi, la seule fois où j'ai donné mes identifiants bancaires, c'était un mec, il m'a dit, ouais, tu me prêtes 300 €, je t'en rends 1000. Non, t'as pas fait ça. T'as fait ça? Bah ouais. Ah ouais. C'était le prince. Ouais, j'allais dire un truc méga raciste. On va arrêter là la blague. Mais non, c'était le prince du Gabon, ouais. ça aussi, ça va être coupé. Quoi? C'est quoi cette histoire? C'est les chaînes de mail. Ah. Ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais donné. Je connais quelqu'un qui Ouais. qui a filé 100 balles à un mec dans la rue, qui lui a dit, non, mais t'inquiète, je te les rends dès que je suis arrivé et tout. Il ne les a jamais revus. Il a pris l'avion pour l'Australie, le mec. À 100 balles. Ouais, c'est pas cher en ce moment. Bon, bah, en tout cas, voilà, on approche vraiment de la fin de l'émission, là. Donc, merci d'être venu. Merci d'avoir Merci à toi répondu de nous avoir à toutes les invités. Et oui, questions. merci de cette invitation. C'était un épisode assez cool, je m'attendais à vachement plus de digressions, vachement plus de blagues, et au final, on a été hyper sérieux, alors que d'habitude, on n'est pas les premiers à... Ouais, Hein, mais c'est bien. C'est faire pour, les- la nouvelle saison, nouvelle tête. C'est ça. On commence C'est- doucement. C'est la saison 2, c'est la saison 2. C'est ça. Est-ce que c'est la saison de la maturité? C'est peut-être la saison de la maturité. Et c'est peut-être la saison de plus de 4 épisodes aussi. Ah oui, c'était pas 5 auditeurs peut-être. Plus de 4 auditeurs, ce serait pas mal. Donc évidemment, un podcast
entre amis qui, en plagie d'autres, ne plagieraient pas jusqu'au bout s'ils ne demandaient pas des recommandations culturelles Oui. à la fin de l'émission. C'est vrai que je vous ai pas trop prévenu, mais toi, je crois que c'est Laure, t'as un truc qui te tient à cœur. Ouais, mais je vais passer en dernier. Je vais vous laisser. C'est vrai que j'y ai pas pensé non plus. Yes. Totalement affreux. Bah, si vous voulez, je peux. Vas-y, C'est vrai c'est Laure, qu'on comme a ça. une conf depuis. Ah, moi, 2 semaines, voilà, moi, il s'est passé un truc dans ma vie hier soir ou ce matin très tôt, vu que j'ai regardé ça à 3h, un vide immense en moi. J'ai fini The Office. Oh là. J'ai fini The Office, j'étais en larmes. Voilà, non, bah moi ma recommandation forcément ce sera du coup The Office. Alors c'est très connu, c'est très connu, mais au final j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de personnes qui avaient regardé ou en tout cas qui s'étaient accrochées. Qu'est-ce que c'est The Office? C'est une sorte de documentaire sur une industrie de papier. En fait, tu suis un peu la manière même d'une télé-réalité en soi parce que t'as aussi des face cam, etc. L'équipe du coup de Dunder Mifflin pendant 9 saisons, donc 9 années consécutives. Et c'est juste affolant, c'est super bien joué, c'est super beau, c'est Oui, hyper après, propre. parce que pour l'instant, t'as juste dit que c'était un documentaire, c'est un documentaire fiction. Non, pardon, oui, c'est techniquement un mockumentary. Mais c'est un documentaire fiction, ouais, avec Michael Scott, qu'on a tous vu avec le No, please, no! Parkour! Et ces scènes sont encore plus drôles quand on les voit dans la série, d'ailleurs. Mais voilà, c'est hyper touchant, c'est hyper humain. Et en fait, c'est pas que... déjà, pour moi, je trouve que c'est pas une sitcom, mais c'est pas qu'un truc qui fait rire. Il y a vraiment des scènes très très belles, ils sont très bien joués, les mecs jouent vraiment mais hyper finement, c'est abusé. Mention honorable à Dwight, si tu m'entends, je suis fan de toi, c'est bon. Ryan Wilson. Mais voilà, c'est ma petite reco. Et bah c'est marrant que t'en parles parce que moi aussi j'ai fini hier soir Et oui, The Office, on était assez synchro, comme des filles avec leurs règles quelque part. Oh là, non. On annule. Cut. Ah non, c'était drôle ça. Non, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. No, please, no! Non, mais ouais, du coup, moi je l'ai fini aussi hier soir et c'est vrai que bah c'est toujours un moment de. Alors c'est une sitcom, hein, tu dis pour moi c'est pas une sitcom, mais c'est pas toi qui décides de ce qu'est une Mais sitcom. non, si tu cherches The Office, c'est pas dans sitcom, mec. Il y a pas marqué sitcom. Il y a marqué documentaire, il y a marqué je sais pas quoi, mais il y a pas sitcom. Ah ouais. Parce qu'une sitcom à l'époque, quand ça a été créé, il te fallait des rires ou des projections publiques. En fait, ça c'est des termes techniques quoi. Et j'ai regardé peut-être 3 heures d'interview et de rendez-vous sur The Office ce matin. Ok. Et du coup, c'était pas considéré comme une sitcom, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mais c'est une sitcom. Ouais, ça reste une série. Pour moi, c'est pas une sitcom. Mais bon. Non mais bref, ça fait toujours quelque chose à la fin d'une série comme ça où t'as des rendez-vous réguliers avec des personnages où tu t'attaches, ça crée une deuxième famille et à la fin tu te sens méga abandonné. Moi je sais que ça me l'a fait à la fin d'How I Met Your Mother où bah genre à la fin t'es là. Ah ouais, donc là ces personnages-là auxquels je me suis méga attaché, auxquels je me suis demandé à quoi qu'est-ce qui va leur arriver après. Et ben là il leur arrivera plus rien. En fait c'est terminé. Ouais, puis il y a un truc, moi je sais que j'avais vraiment, mais enfin après The Office, je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment une histoire d'amour avec, et genre je regardais 3 à 4 épisodes par jour parce que c'est quand même 9 saisons, c'est 270 épisodes, c'est assez lourd. Et par exemple j'avais des rituels avec ça, et donc tous les matins je les retrouvais et tout, et j'avais vraiment un moment oublié que c'était de la fiction quoi. Ouais. Enfin, et je me suis vraiment pris une claque en pleine gueule hier où je me suis dit putain mais ouais c'est pas réel en fait. C'est pas réel quoi. J'ai eu l'impression de voir des gens évoluer parce qu'en fait tu les vois sur les 9 ans, donc tu les vois grandir, tu vois leur relation. Et puis la série fait en sorte que ça paraît être réel. Voilà, en Donc, plus effectivement, effectivement c'est trop bien fait, puis c'est ce que je disais, tu vois, c'est en fait la force pour moi de The Office, c'est vraiment son casting où c'est des gens qui étaient pas connus, mais c'est une volonté de la directrice de casting, tu vois, que ce soit pas des gens connus qui jouent dedans, en fait des gens humains qui ressemblent à tout le monde, et en fait tu peux vraiment t'identifier à l'un ou à et l'autre. qui joue super finement quoi. Et ils jouent super bien, mais en fait ils jouent à peine, tu vois, c'est ce qu'il disait à la fin. En fait c'est eux, à part Dwight où lui il a vraiment un personnage, et Michael Scott pareil, tu vois, parce que s'ils sont comme ça en vrai c'est chaud. Mais tu vois enfin j'allais dire, j'ai cité des blagues, si on connaît pas ça sert à rien, mais je veux dire il y a plein de gens où, en fait ils sont dans leur vie quoi. Tu peux citer les blagues pour ceux que. Oui, tu vois, genre par exemple Jim est vraiment comme ça. Enfin tu vois, j'ai vu son casting juste, et d'ailleurs le mec avait dit en fait il a été casté, Jim, petite anecdote, il était casté où en fait il faisait la session, et en fait c'était le midi juste avant qu'il passe, du coup il a mangé avec un mec, et en fait il disait au mec ouais moi j'y crois pas trop en cette série et tout. Enfin franchement parce qu'en fait du coup c'est une réédition de la série UK qui avait cartonné à l'époque. Et du coup il était en mode ouais j'y crois pas trop, la série UK est tellement bien machin, et en fait il parlait à du coup le producteur de cette série qui était en face de lui, et en fait il a dit avec une nonchalance et tout, il a fait et du coup il a été pris, tu vois, enfin il a passé le casting, mais il a kiffé ça, tu vois, et en fait c'est plein de petites histoires comme ça, mais il y a plein d'anecdotes, c'est ça qui est en fait je trouve que tu vois que entre eux leurs relations ont évolué avec le temps, et en fait tu vois qu'ils s'aiment vraiment quoi, et que ouais ils ont vécu un truc, ils ont vécu un truc très fort sur cette série.
et tu le ressens quoi. Et à la fin, quand ça se dit au revoir, ça se dit vraiment au revoir. Et c'est trop touchant. Voilà. T'as le truc de Meredith aussi, où en fait à la base c'était l'assistante de casting. Non, qui, c'était en fait... Phyllis. Non, c'est Phyllis, ouais, pardon. Qui Phyllis. faisait la réplique. Et en fait, elle était tellement à l'aise avec les autres qu'ils lui ont filé un rôle. Enfin, t'as plein de petites histoires comme ça. Et d'ailleurs, The Office, c'était presque ma recommandation de l'épisode précédent de Nouvelle Tête, parce que moi j'avais recommandé Le Bureau. Et je réinsiste Putain, j'ai sur regardé aussi. Le Bureau, la version française de The Office avec François Berléand dans le rôle de Michael Scott, et c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une saison, non? Il y a C'est 6 saison, épisodes. ouais. 6 épisodes. 6 Mais épisodes. en fait, c'est vraiment le copier-coller de la première saison de The Office. Mais vraiment, c'est les mêmes vannes, c'est les mêmes phrases et tout. Mais en Mais en français. avec des références françaises. C'est ça que moi Ouais. j'aimais bien, tu vois. C'est que ce qui était ringard aux États-Unis, ils ont mis ce qui était ringard en France, quoi. Et ça rend le truc. Elle est sortie quand, cette... Je sais pas, c'est sorti. C'était 2000, je sais plus, je l'ai vu tout à l'heure, mais je vais pas dire de conneries. Je crois que c'était 2007, un truc comme ça. La française. Ouais. Je sais pas du tout. C'est Canal+ qui l'a The produit Office, ça a d'ailleurs. commencé. Ouais, c'est Ça a fait par. commencé en 2005. 2002, pardon. Donc 2002-2010, quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, anecdote assez drôle, mais il y a plein de moments où à l'époque, Apple venait de commencer. Du coup, il y a des phrases où un mec qui dit, ouais, non, achète pas du Apple, ça sert à rien, ça va jamais marcher. Netflix, c'est à l'époque des locations de DVD, et t'as quelqu'un qui explique ce qu'est Netflix. Et c'est drôle parce que vraiment, je pense 3/4 des gens connaissent la série avec Netflix. Et du coup, t'as vraiment un épisode, il dit, mais mec, c'est un truc où on peut louer des DVD, c'est le futur. Et je trouve ça drôle. Enfin, t'as plein de petits trucs comme ça avec le temps où en fait, du coup, maintenant, ça a pris des proportions énormes. Ouais, c'est aussi un témoin de son époque, du coup. Ouais, carrément. Ouais. Maël, un petit truc que t'as kiffé il y a pas Après, longtemps. moi, je peux parler de dernier film que j'ai été voir. C'est un documentaire, La Panthère des Neiges. Ah, putain, je l'ai vu À là. ne pas confondre avec La Reine des Neiges. Beaucoup moins de chansons. Franchement, c'est un documentaire qui raconte en gros l'histoire d'un photographe qui veut prendre en photo la Panthère des Neiges. Je sais plus dans quel coin du monde c'est, je crois que c'est dans la région de l'Himalaya, peut-être je dis de la merde. Mais en tout cas, l'image est vraiment super belle, c'est super contemplatif et c'est vraiment super cool. C'est le genre de documentaire qui te fait prendre une grosse distance sur ta vie en mode ouah putain. Et moi en plus, genre en ce moment, je sais pas si c'est depuis les confinements ou le fait d'être tout le temps en ville, où je me sens oppressé, tu vois, par le côté urbain, et du coup d'avoir un documentaire avec des images qui sont incroyables comme ça, de grands plateaux, de moments de silence où juste du coup c'est Sylvain Tesson qui est écrivain, je crois que c'est Sylvain Tesson, qui accompagne le photographe, je sais plus son nom. Et du coup c'était super cool. Je sais pas s'il Mais ça parle de Panthère des Neiges, quoi. En fait, ça parle. Non, mais j'en sais rien, moi, En fait, ça parle pas de Panthère des Neiges, ça parle plutôt en fait, ça parle de plutôt le chien. l'histoire. Voilà, c'est dur là. Pardon. Toute l'histoire, en gros, c'est genre le séjour du photographe et de l'écrivain qui vont prendre une photo de la Panthère des Neiges. Et en gros, ça raconte leur aventure, quoi, parce que c'est genre vraiment un animal super difficile à prendre en photo, parce que genre direct il te repère, quoi, tout de suite. Donc ils ont passé genre 1 mois avant de réussir à l'avoir en photo, quoi. Ça va, moi, mec, Et du coup, t'as ce truc de vraiment où t'es avec eux pendant 1 mois et genre tu les vois et tout. Et non, c'était un bon moment. Je sais pas si j'ai eu les émotions. Mathis, petite reco ou Bah ouais, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a pas longtemps, parce que tu dis juste rapport avec la neige. Le Sommet des Dieux, qui est tiré d'un manga. Le Sommet des Dieux, c'est un film d'animation qui est sorti il y a pas longtemps, qui est sorti, je vais vous dire, parce que du coup je suis sur l'internet. Mathieu Sommet des Dieux. Yes. Le sommet des caprices des dieux. Le Sommet des Dieux donnés, oui. Ouais. Qui est sorti en septembre dernier, et qui est déjà sur les plateformes à louer, je crois. Je sais pas s'il est sur Netflix, mais en tout cas sur OCS, sur MyCanal, etc. Même sur YouTube, tu peux le louer. Et du coup, à la base, c'est un manga. Le style graphique est très différent du manga. Le manga est beaucoup plus sombre. Là, c'est beaucoup plus lisse en termes de traits, du dessin, etc. Mais en dehors de ça, c'est vraiment trop bien. Et justement, ça rebondit pas mal sur ce qu'on parlait de la façon de vivre l'échec, la persévérance, de chercher un but dans sa vie qui n'a pas trop de sens au final, parce que c'est des mecs j'ai toujours trouvé ça assez fascinant, l'alpinisme extrême comme ça, parce que c'est vraiment
un sport extrême, mais très lent, qui va puiser dans tes ressources. C'est pas de la wingsuit ou trucs comme ça, où c'est des sports beaucoup plus extrêmes dans l'adrénaline. Là, c'est des sports extrêmes dans la mise en danger, et dans le fait de persévérer à fond pour une petite victoire à la fin, quoi. T'as rien fait d'exceptionnel. Enfin, si, au niveau physique, c'est exceptionnel, mais t'as pas inventé un truc. T'as monté un sommet que beaucoup de gens ont monté aussi, mais c'est vraiment dans une recherche de sensations qui est très intéressante à suivre. Et bref, très beau film. Ok. Incroyable. J'étais pas du tout sur mon téléphone en train de chercher si ma recommandation était pertinente. Est-ce que ça joue encore la guerre des émeux? Ouais, ça va jouer là. Il y a 2 dates au TNT. Je crois que ça joue ce soir, demain soir et peut-être samedi. Ok, donc c'est très peu pertinent, mais bon, si vous avez l'occasion d'aller voir La Guerre des émeutes, c'est une super pièce de théâtre écrite et interprétée par Florent Oulkhalid et Antoine Lefrère, 2 comédiens, qui parlent d'une histoire vraie sur l'armée australienne qui a dû gérer une invasion, une prolifération d'émeutes. Donc bon bah si ça joue que ce week-end-là, l'épisode sera largement pas sorti, donc c'est trop tard. Non mais je crois qu'ils ont plein de dates au TNT. Et bah c'est tout le mois de janvier. Et bah je vous invite à vous renseigner sur cette pièce parce que voilà donc. Déjà, il dit qu'il y a plein de dates. J'ai aucun jeu de mots sur émeu et ça me frustre de fou. Tu peux continuer. T'es émotif ou quoi? Bah voilà. En tout cas, La Guerre des émeutes, je vous invite à vous renseigner sur si ça joue, quand est-ce que ça joue à Nantes. Moi, j'ai vu la pièce, elle est formidable, c'est d'une écriture fine. J'espère qu'on va pouvoir accueillir dans l'émission Florent et Antoine assez vite pour en parler. Mais c'est une super pièce. Il y a 17 aussi qui va jouer au Théâtre du Crapaud Roi, que je n'ai pas vu cette fois, mais bon, c'est la compagnie KO Debout, c'est mis en scène par Corentin Pro et c'est interprété par... Et aussi Philippe est aussi à la mise en scène. Ah ok, d'accord. Et interprété par Philippe Talot et 17, donc non, pas du tout. Et plusieurs... Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Non mais voilà, donc en ce moment il y a ça qui joue, et puis sinon n'hésitez pas à aller streamer gratos de Holopuff Nigel, qui est très bon son monstrueux. Voilà. Si je peux rebondir sur 17, c'est du coup c'est un thriller. C'est un thriller un peu à la Call sur Canal+, et c'est vraiment une expérience unique. Dans le théâtre, je pense que c'est du jamais vu. Je pense que ça s'est jamais fait. Je pense pas que ça se refera avant un bon moment. En 97 du côté de Bordeaux. Mais on n'a pas les images. C'est juste des rumeurs. Non mais c'est vraiment un truc. C'est un truc juste monstrueux de travail et de justesse. Et d'écriture aussi. Donc en vrai de vrai, c'est vraiment une pète de pièce. Donc allez-y, c'est que 10 € en plus. Oui, non, oui. C'est vraiment une expérience genre innovante pour du théâtre. C'est honnêtement, du coup moi je fais partie des voix et je me rappelle j'avais fait les premières lectures et quand j'avais lu, mais je pétais mon cap quoi. J'étais mais comment c'est possible que des gens ne soient pas payés pour écrire ça là c'est pas normal en fait. Non c'est monstrueux vraiment. Et bah voilà. Et donc gratos de Nigel fit Holopuff. Non, Holopuff. Holopuff, c'est Holopuff Nigel. Holopuff qui a et la diction pour un comédien est pas folle, hein, vous avez remarqué. Voilà, c'est ça. Mais pas joué. Et non. La semaine dernière. C'était la semaine dernière. T'as plein d'autres atouts. Et je joue la semaine prochaine. Ah ouais, tu joues quoi? Je joue les 50. Si vous voulez venir voir les 50, n'hésitez pas, c'est une super pièce. Et tu la joues où? Au Mans. Ah, d'accord. Au Mans, vraiment? Au Mans, je crois, oui. D'accord. Je suis même pas sûr. Mais... Oh, ça c'est marrant ça. Et bah c'est sur cette chute que je vais laisser l'antenne. Merci à toi, c'est l'ordre. Manceau. Oui, en plus. Excusez-moi. Manceau, ça veut dire qui vient du Mans. Hein? C'est les habitants du Mans, on dit les Manceaux. Oh, mais c'est marrant parce qu'il s'appelle Alexandre Manceau. Ouais. On parle de toi, Alexandre, si tu nous écoutes. C'est un ami à nous, bref. Oui, en fait, on dit un blaze, mais les gens savent pas qui c'est. Excusez-moi, c'est moi. Bon, ça va être cut, ça. Ça va être cut. Bon, bah, on touche la fin de l'émission, là, ça y est, c'est terminé, donc merci à toi, c'est l'heure d'être venu. Merci à toi de nous avoir invités. Je rappelle aux gens qu'on peut te retrouver sur ton Instagram, Diravolito. On peut me retrouver aussi sur Spotify au nom de Diravo. Ou le label avec des glaçons. Ou le label avec des glaçons sur Spotify, je pense. Sur le PSN. Non, il n'y a pas avec des glaçons sur Spotify. Enfin, en fait, c'est dans les petites. D'accord, ok. Bah, sinon, c'est Diravo, le Puff Master. Sur le PSN, c'est Velcro si vous voulez faire si vous voulez faire un FIFA, ouais, c'est maintenant le K en majuscule. Attention, Cristiano Ronaldo dans l'équipe. Sur League of Legends, c'est Michael Youn, si vous voulez venir. Enfin, voilà.
On peut te retrouver aussi sur l'Instagram du collectif Tachycardie, Tachycardie. @collectif.tachycardie, et sur l'Instagram de Avec des glaçons, @avec.des.glaçons, avec un S. Glacon, parce qu'il Ou n'y a pas ADG, de mettez CCD. ADG, hein, si vous mettez ADG, ça marche. ADG, ça marche? Ouais. C'est bien. Vous êtes super bien référencé. Ah, mec. En même temps, 2500 vues, hein. Et puis 100 en acheté, quoi. Bientôt le million. Ouais. Ça, c'est beau. Toi, Maël, où est-ce qu'on peut te retrouver? Souvent au bar du Landru, si je puis dire. Non, bah sur Insta, c'est vrai que j'ai un compte aussi. Hein. Je crois que mais je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est maël.colwet. Ouais, c'est mail.colwet, je crois. CO2LEWT. Et bah, c'est tout. Hein. L'Instagram de la C'est méthode aussi. L'Instagram de la méthode. Ah oui, Alexandre-le Du bas, Mercier. le Mercier. Donc ça, c'est vraiment très L'Instagram de important ton le suivre. personnage de la méthode. Exactement, ouais. C'était l'Instagram du perso de la méthode. Bah, tu vois, on a essayé de C'est un petit parodier bonus de la peu. pièce. Ouais, puis on a parodié un peu les codes Mm. du développement personnel, mais comme on disait en début d'émission, du coup dans l'autre sens, ce qu'on appelle la régression personnelle dans le milieu. Ouais. Donc avec des citations détournées, etc. Et c'est assez rigolo, je trouve. Ouais, c'est marrant. C'est divertissant. Toujours. On rigole, Beaucoup et Ouais. rigoler finalement, est-ce que c'est pas la meilleure antidote dans ce Est-ce que c'est moment pas le but de la vie? Est-ce que rigoler, c'est pas pleurer, en fait? Est-ce que rigoler, ce serait pas ce qui nous est interdit par Macron et son gouvernement, hein? Macaron, Avec c'est les ça. masques. Alors, on voit plus les sourires derrière les masques. Eh ben non, mon pote. Allez. Et même quand t'enlèves ton masque, t'as encore un masque. Oh. Wow. EP Auvergne. Et toi, Mathis, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver sur mon compte d'illustration, parce que je suis aussi illustrateur. C'est parfait. Vraiment, tu te tues et après t'illustres. Non, illustrateur, un mélange de tatoueur et illustrateur, c'est exactement ça. Enfin, un tatoueur, là, ça va reprendre doucement. Ça fait depuis avril que j'ai pas tatoué, mais là, on croise les doigts pour avoir trouvé un local pour s'y remettre. Et l'envie aussi. Mais sinon, les illustrations, ça a repris depuis un petit moment sur la page EPHAIS, EPHAIS, tiré du bas, ILU, I2LU. T'as Voilà. pas de H avant le E? Ah oui, putain, merde. Oubliez tout ce que je viens de dire. C'est HEPHAIS, tiré du bas, I2LU. EPHAIS, ILU. Si je peux me permettre, moi j'avoue que j'avais du mal à retenir ce prénom. Et il m'a dit une raison très simple, Ouais. c'est Héphaïstos, mais Ça t'enlèves vient du Tos. dieu Héphaïstos, ouais, qui est dieu forgeron, donc artisanat, tout ça. Et pourquoi t'enlevais tous Bah- gros plan de sa mère. Et, Ah ouais. Non, c'est parce que aussi ça ressemblait plus à Matisse et Faïs. Et c'est pas bête. Du coup, tu te considères comme un dieu ouais, il y a une partie de moi qui est assez mégalo pour ça. Le jeu d'illustration avec nous, je savais pas moi. Bah, désolé les gars. Et donc voilà, et du coup vous pourrez retrouver quelques-unes de mes illustrations sur la page Nouvelle Tête. Ouais, bah oui, sur la page Nouvelle Tête qui vient d'être lancée. Normalement, C'est vrai? vous y avez accédé, oui, la page Instagram Nouvelle Tête avec ces nouveaux dessins magnifiques qui nous ont été faits par Mathis. Et bien plus qu'arrive, j'ai quelques petites idées pour des trucs sympas. Et voilà, et donc c'est Laure qui me demande, c'est lancé? Non, c'est pas encore lancé, mais Il y a bon, le temps de monter l'épisode, de sortir à la page. mais non, pour l'instant c'est pas encore lancé, mais voilà, et puis moi vous pouvez me retrouver toujours sur mon Instagram @l'antochrist, l.antochrist, sur la page de Nouvelle Tête qui sera @nouvelle.tête. Inch'Allah. Inch'Allah, Au pluriel ou pas au pluriel? on va essayer, on trouvera. De toute façon, là, si vous êtes tombé sur l'épisode, c'est que vous avez vu l'Insta, donc. Puis vous nous connaissez, oui. donc on peut envoyer Oui. des messages. C'est ça, vraiment. Vous êtes que nos potes, C'est et vrai on que n'a vous êtes aucun public. encore là, alors que ça va faire peut-être 1h10. Vraiment, mariez-nous. Enfin, Et puis, Yes. moi je suis fatigué. puis n'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a plu. C'est comme ça aussi qu'on arrive à se faire connaître et puis à écouter tous les épisodes, même si c'est pas des gens que vous connaissez. C'est aussi le but du podcast, c'est Ouais, c'est intéressant. de faire de découvrir des nouvelles personnes sur Nantes qui font de l'art et qui ont des choses à dire, parce que on a tous quelque chose à dire Ouais. au final. Et abonnez-vous à la page Insta parce qu'on a une tier list de gens qui arrivent qui sont plutôt sympathiques et très intéressants. Ouais. Donc, On a Gad Elmaleh, c'est faux. non mais ça va s'ouvrir un peu aux potes de potes et plus simplement les potes et encore autour. Donc ça promet d'être intéressant. Puis même si vous êtes intéressé par passer dans l'émission, n'hésitez pas à envoyer un petit DM. message et puis nous on vous répondra oui ou non, on t'aime pas, mais En fonction de si on aime ce que vous faites ou pas, on va Ouais. carrément juger votre
création. Et si on dit C'est non, faux. vous saurez ce qu'on pense de votre travail. Bonne soirée, merci beaucoup. Des gros bisous. Ouais, à la prochaine, salut. Allez, Salut tout le monde. ciao ciao. That's what she said.